Heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Revenons à l'Algérie, dont je disais que malgré ses échecs diplomatiques successifs, son énergie s'use encore en servant le Polisario par entêtement suicidaire. Elle vient enfin de réagir 2 jours plus tard, ce samedi 12 décembre, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué déclinant la position d'Alger quant à la reconnaissance intervenue jeudi dernier de la marocanité du Sahara par Washington. Tout en évitant de citer le président américain ou les États-Unis, le communiqué du département de Sabri Bouqaddoum écrit, je cite, que la proclamation annoncée le 10 décembre est sans effet juridique car elle contrevient à l'ensemble des résolutions des Nations Unies et notamment celle du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental. Fin de citation. C'est donc pratiquement le même refrain que celui de la Russie. Redondant pêle-mêle son champ lexical suranné lié à la décolonisation, l'autodétermination ou ce qu'elle appelle la doctrine de l'ONU et de l'ancienne OUA, l'Algérie s'érige en donneuse de leçons de droit international en affirmant qu'elle continuera à respecter la légalité internationale qui se résume, selon le dit communiqué, en son appui indéfectible à la cause juste du peuple sahraoui. Voilà un petit commentaire au communiqué précité du ministère algérien des Affaires étrangères que nous livre le site Le 360 du 12 décembre. Une logique qui entraîne encore l'Algérie depuis plus de 45 ans dans un tunnel où elle continue de courir, entraînant avec elle le Polisario, sans sembler pouvoir ou vouloir en sortir. Un tunnel si long, avec peu de lumière, dans l'incertitude d'une aventure n'ayant que trop duré, mais courir, comme si elle voulait en pourrir, courir, comme si elle voulait y mourir. Cette logique d'hostilité algérienne obstinée envers le Maroc, que l'on pourrait désormais appeler l'amour du tunnel, comme si celui-ci était ce qui arrangerait plus le régime algérien à perpétuer le conflit du Sahara marocain pour ses propres desseins, même trop préjudiciables au peuple algérien. S'il est vrai que le conflit n'a que trop duré par d'abord la volonté têtue de la tête du pouvoir militaire algérien, il est aussi très probable que cette très longue durée avait peut-être son seul effet un peu profitable, celui d'avoir servi à montrer à presque tout le monde le vrai visage du Polisario, depuis le président des États-Unis d'Amérique jusqu'au dernier citoyen en Somalie. Les événements de Guerguerat en ce 13 novembre 2020 ont alerté la planète en dévoilant le tandem Algérie-Polisario du dernier bout du masque qui leur voilait en partie la face. Mais c'était surtout celle de l'Algérie qui, à cause de son gaz et de son pétrole, sans rien d'autre peut-être, surtout, faisait encore maintenir ses alliés classiques ou certaines puissances dans leur position de soutien, notamment la Russie et compagnie. On l'a vu, autant que le Cuba ou le Venezuela par exemple. Et même si la France et l'Espagne, les 2 seuls anciens États coloniaux s'étant partagé le Maroc, sembleraient encore vouloir ménager la chèvre et le chou à l'égard d'Alger et Rabat sur le conflit du Sahara, mais savent pertinemment, désormais et plus que jamais, depuis Guerguerat, que c'est bien l'État algérien, et seulement l'État algérien, qui constitue le véritable et unique adversaire au royaume du Maroc. Un adversaire qualifié de classique d'ailleurs. Mais il est certain que sur certaines questions décisives en relations internationales, un État ne peut appliquer la politique de la chèvre et du chou, même si elle continue d'appliquer celle de l'autruche. Car c'est soit la chèvre en sacrifiant le chou, soit c'est l'inverse. Mais l'on ne peut pas nager entre les 2 courants sans faire de choix dans un sens ou dans l'autre. Paris, Madrid et tous les autres doivent donc savoir sur quel pied danser et à quoi s'en tenir. Il faut choisir. Soit c'est le Maroc qui a raison dans son Sahara, auquel cas il faut le suivre en lui reconnaissant sa souveraineté sur la région, soit c'est l'Algérie qui a tort, auquel cas il faut le lui faire savoir concrètement et clairement en cessant de soutenir un Polisario moribond à son crépuscule. Mais les relations internationales ne se déroulent pas toujours dans cette logique si simple et transparente.
car même des États occidentaux ont parfois recours à la politique de la chèvre et du chou, par comédie ou par feinte, en bluffant, soit pour faire plaisir, soit pour faire croire dans l'apparence. Dans ce sens, le président américain, par sa proclamation du 10 décembre 2020, a favorisé l'émergence d'une initiative du gouvernement allemand ressemblant bien à une attitude cherchant à ménager la chèvre et le chou, lorsque ce dernier a présenté le jeudi 17 décembre 2020 une demande de réunion du Conseil de sécurité pour discuter du Sahara occidental le lundi 21 décembre. Cela étant, l'Allemagne tente de ménager le Maroc et l'Algérie en même temps, car n'ayant pas condamné l'intervention du Maroc à Guerguerat contre le Polisario, bien que dénoncée par l'Algérie et la Namibie, par exemple, comme on le sait, et n'ayant pas non plus critiqué la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, l'Allemagne, dont les relations avec l'Algérie semblent excellentes, a-t-elle convoqué une réunion du Conseil de sécurité onusien pour donner l'impression à Alger qu'elle ne soutient pas le Maroc contre elle et le Polisario, même si, on le sait, le gouvernement allemand approuve le projet d'autonomie au Sahara déposé par le Maroc à l'ONU depuis 2007. Par contre, bien que défavorable à la thèse marocaine sur la problématique du Sahara, en s'opposant à la proclamation de Donald Trump, la Russie n'a pas eu recours à la méthode de la chèvre et le chou, en soutenant carrément la position de l'Algérie. Mais de notre côté, Moscou ménage la chèvre et le chou, car tout en dénonçant la décision du président Trump sur le Sahara marocain, pour contenter Alger sans en satisfaire le Maroc, M. Sergei Lavrov approuve le royaume dans la reprise de ses relations avec Tel Aviv. Cependant, ménager la chèvre et le chou, comme je l'ai déjà signalé, pourrait traduire une attitude de complaisance ou d'un faux engagement d'obligation, en étant finalement une action de consommation politico-diplomatique, ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment que l'Allemagne, partie intégrante du monde libéral occidental, proche d'ailleurs des États-Unis et membre de l'OTAN, ne va pas du tout se fâcher avec Washington pour les beaux yeux de l'Algérie, encore moins pour son pion agonisant, aussi longtemps que durera son agonie. Ensuite, cette Allemagne qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité, même à huis clos, n'a pas le droit de veto, on le sait. Aussi, cette même Allemagne est membre de l'Union européenne qui, à l'unanimité, a salué l'intervention du Maroc à Guerguerat et n'a point critiqué Donald Trump dans sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Enfin, cette même Allemagne, sachant que la proclamation américaine de la marocanité du Sahara est liée à la reprise des relations maroco-israéliennes, ne fâchera pas certainement l'État israélien en demandant au Conseil de sécurité de critiquer Washington sur la proclamation de Trump. Il est vrai que géopolitique et géostratégie animent les États dans leurs rapports quotidiens. Il est aussi vrai que, comme dans le domaine judiciaire chez les Romains, en politique aussi, l'action engagée obéit souvent à l'intérêt éprouvé. Que l'on dise pas d'intérêt, pas d'action, comme en France, ou que l'adage soit inversé en disant pas d'action, pas d'intérêt, le lien entre les deux notions explique également leur interdépendance opérationnelle en relations internationales. Cristallisant par des chiffres récents le lien entre les intérêts économiques des États du continent avec l'Algérie et leur réaction favorable, défavorable ou neutre à l'égard de la proclamation de Trump du 10 décembre sur le Sahara. Coopération Allemagne-Algérie. Les relations économiques enregistrent depuis ces 6 dernières années une dynamique notable à travers une quinzaine de projets industriels pour 220 millions de dollars. Actuellement, plus de 200 entreprises allemandes sont implantées, particulièrement dans l'industrie mécanique, qui vient en première position à travers, en l'occurrence, Volkswagen en partenariat avec Sovac, ainsi que MAN, Mercedes, etc. En 2019, l'Allemagne s'est positionnée comme 5e fournisseur et cette même année 2019 a été marquée également par la visite à Alger en septembre de la chancelière allemande accompagnée d'une importante délégation économique. Coopération Espagne-Algérie avec 7 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2019. L'Espagne figure parmi les partenaires les plus importants en se plaçant comme 3e client et 4e fournisseur avec quelques 250 entreprises qui opèrent en Algérie. 250 entreprises qui opèrent en Algérie. Coopération France-Algérie. Selon les estimations, environ 450 entreprises françaises sont implantées en Algérie, employant environ 40 000 salariés et générant plus de 100 000 emplois indirects.
Différemment des principaux pays de l'Union européenne importateurs d'hydrocarbures algériens, la Russie n'a besoin ni du gaz ni du pétrole algérien, car les économies des deux pays, riches producteurs d'hydrocarbures, sont dépendantes de la rente de ces matières et les deux États ont tiré d'importants bénéfices de la hausse des prix du pétrole. Mais les relations entre les deux pays, dont les économies présentent plusieurs points communs, sont basées sur une importante coopération militaire qui ne se dément pas malgré la diversification entreprise par l'Algérie dans ce domaine ces dernières années. Toutefois, en raisonnant dans la même dialectique, soulignons également que le Maroc, liaison faite entre critères économiques et paramètres diplomatiques dans ses relations avec la France, l'Espagne et l'Allemagne, le Maroc, lui aussi, n'est pas du tout une mince affaire, une mince chose pour les trois États européens précités. L'Union européenne est le principal partenaire commercial du Maroc, avec plus de 58% des échanges du Royaume en 2018. Et dans cette situation de primauté européenne, l'Espagne et la France représentent les deux principaux partenaires économiques du Royaume, avec respectivement presque 19% et plus de 15% des échanges commerciaux du Maroc. Les États-Unis se hissent au rang de troisième partenaire commercial du Maroc. Revenons à la France et à l'Espagne, les deux plus proches voisins géopolitiques européens du Maroc. Donald Trump a abandonné la politique de la chèvre et du chou sur la question du Sahara occidental en y reconnaissant la souveraineté marocaine pour moult raisons dont les principales sont désormais un secret de polichinelle. Paris et Madrid ne devraient-ils pas faire autant ? Leur impartialité politique ne serait-elle pas synonyme d'inéquité en termes juridico-diplomatiques ? Premièrement, aussi bien la France et l'Espagne, toutes deux ont, dès le printemps 1956, reconnu noir sur blanc, dans les textes même des accords d'indépendance signés avec le Maroc, respectivement les 2 mars à Rabat et 7 avril à Madrid, ont-elles toutes deux reconnu les frontières authentiques de l'Empire chérifien, donc telles qu'elles étaient au moment de l'instauration du protectorat. Et toutes deux, la France et l'Espagne, se sont engagées, je cite, à garantir au Maroc son intégrité territoriale et à la faire respecter. Je répète, à garantir au Maroc son intégrité territoriale et à la faire respecter. C'est écrit noir sur blanc sur les deux accords en question. Voilà donc un engagement juridico-moral de Paris et Madrid envers les Marocains à propos de l'ex-Sahara espagnol, objet de cette guerre algéro-marocaine non déclarée, ou par procuration si vous voulez, à travers un Polisario aussi artificiel que fantoche. Deuxièmement, c'est bien le Maroc qui, juridiquement, politiquement, socialement et administrativement, autant que factuellement et actuellement, et plus que par le passé, exerce sa souveraineté effective sur l'ensemble du Sahara dit occidental depuis plus de 4 décennies. Et ce ne sont donc pas les généraux d'Alger qui dirigent le Sahara marocain durant toute cette longue période. Et cela, Paris et Madrid le savent mieux que n'importe quelle autre capitale au monde, mieux même que les États-Unis qui viennent de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Troisièmement, Paris et Madrid évaluent très bien la position géographique stratégique et naturelle du Maroc comme espace méditerranéen incomparable, porte terrestre irremplaçable de l'Europe vers l'Afrique, notamment à partir de détroits de 14 km seulement, faisant en même temps du Maroc le pont maritime le plus court entre le vieux et les jeunes continents, et la tête levée de l'Afrique vers l'Occident, dans ses deux rives, tant atlantiques que méditerranéens. Paris et Madrid évaluent également le poids économique du Maroc ainsi que son influence globale au sein du continent africain, surtout depuis janvier 2017, au niveau politique, diplomatique, commercial et en termes d'investissement aussi, autant que sur les plans culturels et spirituels. Et il évalue aussi bien le degré de crédibilité et de crédit dont jouit le Maroc en Afrique par rapport à l'Algérie. Il faudrait donc être vraiment géopolitiquement inconscient, indifférent ou ignorant et inopérant pour nager dans l'ambiguïté et le flou. Vu ce qui précède, la France et l'Espagne, d'abord autant que leurs autres pairs au sein de l'Union européenne, se joindront tôt ou tard au deuxième train du Sahara. Que l'on dénommerait l'Express occidental, réservé à l'Amérique du Nord et à l'Europe,
conduit à la locomotive américaine par Washington, après le premier train du Sahara marocain que l'on appellerait l'Express afro-asiatique. Tôt ou tard, aujourd'hui, demain, après-demain, ou dans quelques semaines, ou encore dans quelques mois peut-être, la France et l'Espagne, même après le Royaume-Uni ou le Canada, rejoindront l'Express occidental au Sahara marocain, mais sans occuper les derniers wagons, sûrement, car c'est certainement en première classe, dans la voiture première du train, qu'elles prendront place confortablement. Car la France et l'Espagne, beaucoup géographiquement, historiquement et culturellement plus proches du Maroc que les États-Unis, pourront-elles se laisser trop dispenser chronologiquement par les Américains au Sahara marocain, au plan économique, notamment en matière d'investissement, dans des domaines cruciaux? Je ne le pense pas. Et voilà pourquoi la primauté américaine au Sahara marocain ne devrait pas trop plaire ni à la France ni à l'Espagne. Autant que les puissances non libérales, socialistes, communistes ou de gauche, à commencer par la Russie et la Chine, ne l'applaudiront pas illico de plein cœur, mais compétition oblige. Au Sahara donc, pour les deux trains express de la coopération maroco-étrangère précités, tant bilatérale que multilatérale, tout le monde pourra agir à qui mieux, mais ce sont toujours les premiers, les plus gagnants en général, selon leur potentialité et leurs compétences, sur le même pied d'égalité. Ce qui profiterait d'abord à la population sahraoui et aux Marocains en général, en matière d'emploi, de promotion sociale et de développement économique. Bref, les Marocains ont trop patienté, ont trop attendu, ont trop persévéré, ont trop enduré, ont trop appris, ont trop compris à l'Algérie. Depuis un demi-siècle, si l'on tient compte du premier sommet tripartite de Nouadhibou sur le Sahara tenu en septembre 1970, il est grand temps qu'ils commencent, les Marocains, à récolter les fruits de leurs efforts si mérités avec ceux qui, tous les pays amis et frères compris, voudront bien s'associer à eux pour l'intérêt de tous. En somme, de son aurore à son crépuscule, le Polisario derrière l'Algérie face au Maroc, à l'égard desquels l'Occident comme l'Afrique appliquait durant presque un demi-siècle la politique de la chèvre et le chou, ce Polisario serait candidat malgré lui au registre des cercueils dans le monde politique. Ainsi, dans le cadre de cette réalité et sous le feu de l'actualité, je n'ai trouvé mieux pour résumer l'histoire de ce mouvement séparatiste soumis à l'Algérie que les quelques phrases dont le site médiatique Le 360 dans son édition d'hier, 20 décembre, a évoqué cette entité en affirmant, je cite, « Le Polisario d'hier ressemble à celui d'aujourd'hui. Car il demeure un mouvement nihiliste qui vend des chimères à des gens séquestrés dans les camps de la honte, avec des dirigeants qui se disputent l'argent de l'aide internationale et qui s'adonnent à divers trafics illicites. » Fin de citation. Et c'est au crépuscule du Polisario, déclaré simultanément le 10 décembre 2020 à partir de Rabat et Washington, qui annonce également l'aurore d'un soleil d'espoir nouveau au Sahara. En réalité, les États-Unis n'ont fait que rendre leur dette politique historique au Maroc par gratitude, comme l'a d'ailleurs reconnu le président Trump dans son tweet. Tant il est vrai que seuls ou surtout les grands États se reconnaissent mieux leur mutuelle grandeur. Toutefois, même quand il s'agit d'une dette dont on reçoit le remboursement d'un honnête et solvable emprunteur, le créancier doit toujours, ou très souvent, accomplir des démarches pour se faire payer. Autant dire que la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'est pas le fait du hasard, ni un cadeau tombé des nuages, même si, à quelques jours de Noël, l'on pourrait bien le considérer comme étant le meilleur cadeau que puisse faire Washington à Rabat, en guise de cadeau de fin d'année ou de Nouvel An. En d'autres termes, cette reconnaissance américaine déterminante pour la marocanité du Sahara témoigne indubitablement de l'efficience de la diplomatie marocaine qui, par sa patience et sa persévérance, mérite révérence. Une diplomatie sagace et proactive qui fait
plumer des œufs, pour ainsi dire, surtout sous l'ère du successeur de Feu Hassan II, le roi Mohamed VI. Un roi ayant marqué la politique étrangère du royaume par son empreinte spécifique, dont le silence de l'action et l'action de la parole constituent la griffe caractéristique. Et c'est par sa griffe caractéristique, celle de son style de gouvernement, que Sa Majesté le roi Mohamed VI a signé la fin du Polisario en annonçant son crépuscule en 2020 à partir de Washington, à l'image de l'aurore des États-Unis d'Amérique à Washington, salué par Rabat en 1776 avec George Washington, reconnaissant l'année suivante comme premier État au monde l'indépendance des États-Unis en 1777 avec comme capitale Washington. Avant de vous quitter pour la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, j'ai l'immense plaisir, au nom de la chaîne Le Livre et la Plume, de souhaiter au peuple marocain et au monde entier une bonne et heureuse année 2021, en nous félicitant de la proclamation des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara occidental, et souhaitant à l'artisan de cette grandiose réussite diplomatique, Sa Majesté Mohamed VI, une excellente santé et une longue vie. Vive le Maroc!